En juin 2009, Tristan suit depuis son ordinateur le soulèvement populaire en Iran. Les manifestants décident, au péril de leur vie, d'informer eux-mêmes le monde, par le biais de Twitter. Un pavillon près de La Rochelle. Danielle, une secrétaire à la retraite de 67 ans, s'apprête à plonger plusieurs heures dans l'univers de Twitter. Comme tous les adeptes du site, Danielle écrit des messages courts, 140 caractères maximum. C'est ce qu'on appelle des tweets. Elle en écrit jusqu'à 6 par jour, quand l'actualité l'inspire. Le problème n'est pas d'être riche, mais d'être honnête. Super Bastaro, quel joueur! Au nom de la transparence, va-t-on s'occuper des syndicats, des comités d'entreprise? Je me dis qu'il ne faut surtout pas reculer l'âge de la retraite. Donc là, je réponds à des personnes qui tweetent ou une information ou une opinion, et j'aime bien donner mon grain de sel, mettre mon grain de sel. Si elle veut voir les tweets des autres, elle doit s'abonner à leur compte. Dans le jargon, on dit suivre quelqu'un. Danielle, par exemple, suit 81 personnes. Des hommes politiques, des journalistes, des sportifs. J'aime bien connaître leur analyse, et quand vraiment je me sens intellectuellement d'attaque pour le faire, je réponds. Et ce qui est extraordinaire, c'est que parfois, ces gens-là répondent. Alors là, je suis totalement transportée. Et quand un message l'interpelle, Danielle prend le temps de vérifier l'information, voir le sens des mots utilisés. Exemple, un tweet qualifie le rocker gothique Marilyn Manson d'égérie. Égérie, c'est conseillère, inspiratrice d'un homme politique, d'un artiste, d'un créateur. Mais c'est toujours au féminin. Or, Marilyn Manson, autant que je sache, c'est un homme, non? Si on m'avait dit ça, j'aurais dit, attendez, vous plaisantez. Jamais, 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 je ne serais sur Twitter comme tous ces gens, tous ces pauvres gens qui sont sur... Eh bien, je suis comme tous ces pauvres gens que je critiquais allègrement avant, et maintenant, je suis, c'est vrai, beaucoup sur Twitter. Et j'aime bien être sur Twitter. Pendant ce temps, à l'autre bout de la France, Thibaut, 17 ans, et 50 années d'écart avec Danielle, s'apprête lui aussi à se connecter. Sur Twitter, il a un nom de scène, @Manzananas. @Manzananas impose le respect. Plus de 20 000 followers en peu de temps. Bravo! 20 000 followers qui sont presque tous adolescents. Une notoriété impressionnante. Thibaut peut recevoir jusqu'à 60 messages par heure. Ça permet de rencontrer des personnes qui pensent comme nous et qu'on n'a pas l'occasion de rencontrer dans la vraie vie. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas trouver ailleurs que sur ce site. Thibaut est pour le moins prolixe. Il a écrit plus de 36 000 tweets en à peine 6 mois, soit près de 200 tweets par jour. Chaque soir, il passe 3 heures à envoyer des messages courts. Mais la moitié de la population française n'a pas eu cours de la semaine. Sur Twitter, je parle un peu de tout. Je parle des émissions qui se passent en ce moment, du buzz qui se passe sur Internet. Moi, en gros, ce que je cherche sur Twitter, c'est divertir les gens. C'est pas personnellement pour moi, c'est vraiment pour dire de faire partager des choses et critiquer, tout en restant dans l'humour. Aujourd'hui, les adolescents sont les principaux utilisateurs de Twitter. Il y a 3 ans, ils ne s'aventuraient pas encore en dehors de Facebook. Seuls les spécialistes d'Internet connaissaient ce réseau. Nous avions suivi quelques précurseurs. Ils venaient de découvrir Twitter et ne pouvaient plus s'en passer, même dans le métro. Ce qui, à l'époque, paraissait inconcevable. Si tu consultes pas ton Twitter pendant quelques heures, tu as l'impression de louper quelque chose, Marion? Non, j'ai raté quelque chose. Non, si j'allume pas, si pendant 3 heures Twitter est éteint, j'ai raté quelque chose. Je sais qu'il s'est passé un truc, que j'aurais raté un article qui m'aura plu de lire, voilà. Je suis pas une droguée, mais, mais presque.
Ces jeunes adultes exerçaient tous une profession liée à Internet. Twitter leur ouvrait des possibilités qui semblaient alors révolutionnaires. Par exemple, j'ai rencontré ma coloc sur Twitter. J'ai tweeté « Je cherche un appart ». Une jeune fille qui a le même prénom que moi m'a répondu « Mon coloc s'en va, si ça te tente, on fait une coloc ». On s'est appelé au téléphone, on a mangé ensemble et ensuite j'ai pas visité l'appart, je suis directement allée habiter avec elle. Là par exemple, je cherche un covoiturage pour aller au festival BD d'Angoulême, mais c'est pareil, j'ai posté ça et tout de suite j'ai eu peut-être une vingtaine de retweets et du coup j'ai trouvé des gens pour descendre à Angoulême en voiture via ça, quoi. C'est hyper rapide. Aujourd'hui, Twitter est bien plus qu'un site d'entraide, c'est devenu un porte-voix. Et certains s'en sont emparés pour ne plus le lâcher, comme les hommes politiques. Morceau choisi. Aux États-Unis, un candidat président annonce sa réélection. En France, un ancien Premier ministre critique les positions de ses compagnons de parti. Une première dame se risque à soutenir un dissident. La politique, une jungle ou un tweet en chasse un autre. C'est dans l'hémicycle, sous les ors de la République, que Twitter a fait son nid. Depuis la loi sur le mariage pour tous, le nombre de députés présents sur le réseau a explosé. 371 sur 577. Pendant les questions au gouvernement, c'est la cour de récréation. À chaque fois, plusieurs dizaines de tweets sont postés. Parmi les plus actifs, le socialiste Yann Galu, le député au doigt levé, à droite de l'écran. @YannGalu pour les intimes. Ce jour-là, il participe à ce qui s'appelle un tweet clash. Un échange musclé avec un député UMP, Philippe Gosselin. Les reniements d'héros en cascade. Il y a longtemps que le coq français a cessé de chanter, atteint d'extinction. Quant au coq français, vous l'avez plumé pendant 10 ans. À la sortie de l'hémicycle, entouré d'autres députés PS, Yann Galu compte les points dans la partie disputée avec l'opposition. Toi, t'as fait des trucs. Je me suis fait Gosselin. Hein? Sur Twitter. Parce qu'il m'a énervé, je sais pas si t'as suivi. Il m'a énervé sur, en gros, il nous traite comme d'habitude. Il dit que, en fait, quelque part, on est toujours le même truc. Hein. On ruine la France, on est illégitime. Lors des débats parlementaires, seuls quelques députés peuvent prendre la parole dans l'hémicycle. Sur Twitter, tout le monde peut s'exprimer à tout moment. Un débat parallèle. Le fait d'utiliser Twitter nous permet aussi de prolonger le débat que nous avons avec eux dans l'hémicycle. Et puis ça nous permet aussi d'exprimer notre position ou de contrer des positions de parlementaires adverses quand ils s'expriment sur différents sujets. Mais le travail d'un député est-il vraiment de tweeter? Pourquoi les parlementaires sont-ils autorisés à faire dans l'hémicycle ce que des étudiants n'ont pas le droit de faire dans un amphi? Un tweet, c'est 10 secondes. Donc on peut très bien comprendre qu'on peut très bien écrire un tweet en 10 secondes pour prolonger un débat, réagir, relayer aussi à l'extérieur quelque chose qui se dit dans l'hémicycle, et en même temps être totalement dans le débat. D'ailleurs, la preuve, c'est que si vous écrivez sur ce qui est en train d'être dit, c'est que vous êtes bien en train de l'écouter. Ces députés connectés sont des pros de la pirouette. Twitter est l'un des rares sujets qui les mettent d'accord. Une camaraderie au-delà des partis. Il y a eu deux, trois petits échanges. Voici Philippe Gosselin, le député que Yann Galu avait pris à partie sur Twitter. Tout ça, mais alors c'est un Twitter fou. C'est un Twitter fou, il n'arrête pas. Mais j'ai du répondant avec toi. Mais moi j'aime bien répondre rapidement voilà, aussi. C'est ça qui est intéressant. Et ce qui est aussi très intéressant et amusant d'une certaine façon, c'est de voir comment notre échange, par exemple, avec Galu-Gosselin est terminé, que déjà on a 3, 4, 5 personnes qui s'intègrent au truc, voilà, qui prennent parti pour l'un, pour l'autre. C'est exactement ce que j'ai expliqué. Et ça, c'est un phénomène intéressant. Salut. À bientôt. À très vite sur Tweet. Pardon. Mais Twitter ne se fait pas seulement l'écho des joutes politiques. Des députés comme Yann Galu y trouvent un autre intérêt. Ça va? J'ai besoin de toi. Alors. De retour à son bureau, il revoit avec son assistante les derniers détails de son amendement sur les paradis fiscaux qu'il doit présenter le soir même.
J'écris mal, hein. Bon. Pour s'informer de toutes les nouveautés sur ce thème, le député utilise Twitter. C'est aussi pour nous une source d'information. Il y a beaucoup, moi je suis beaucoup d'associations, je suis des syndicats, je suis d'autres hommes politiques, et ce qu'ils tweetent, ce qu'ils retranscrivent sur Twitter me permet aussi d'alimenter ma propre réflexion et mon propre niveau d'information. Qui explique bien. Faire émerger l'information et la rendre accessible à tous. Il y a 3 ans, les journalistes apprenaient à manier ce nouvel outil. Le siège de France 24, à Issy-les-Moulineaux. Juste sur Haïti. Ouais. Moi, je continue à bosser sur tout ce qui est image amateur. Ouais. Témoignage, uniquement témoignage et image amateur. Julien Pain est chargé de surveiller toutes les informations provenant d'amateurs sur Internet, par le biais notamment de Twitter. Le 12 janvier 2010, un tremblement de terre vient de frapper Haïti et fait plus de 300 000 morts. C'est sur Twitter que les premières informations en provenance d'Haïti sont apparues. Quelques secondes après le drame, des photos étaient déjà disponibles. Twitter, hier matin, ça a été absolument énorme. C'est-à-dire qu'il faut voir que Twitter, dans les premières heures après un gros événement, alors ça peut être une explosion quelque part, ça peut être un tremblement de terre, ce genre de choses, c'est sur Twitter qu'on trouve les premiers témoins. Quand Julien a cherché à contacter un habitant de la capitale, là encore, il a eu recours à Twitter. On a fini par identifier ce type-là, qui travaille pour une radio locale. Ensuite, j'ai réussi à le contacter, donc je lui ai envoyé un tweet en lui disant voilà, je suis journaliste à France 24, est-ce que ça vous intéresserait de témoigner sur France 24, de parler avec nous? Il m'a répondu en me disant ok, voici mon compte Skype. Je l'ai pris en interview par webcam et une demi-heure après, il passait dans le JT de France 24. Toutes les maisons ont été touchées, mais les grandes maisons à plusieurs étages sont les plus secouées ou victimes, je pourrais dire, par le tremblement de terre. Aujourd'hui, avec plus de 200 millions d'utilisateurs dans le monde, Twitter est devenu un fleuve d'informations qui coule en continu. Agences de presse, journaux ou télévision, tous l'alimentent et le surveillent. Le réseau est devenu tellement stratégique que les étudiants en journalisme et communication apprennent à s'en servir. Neuilly-sur-Seine, nous sommes au CELSA. Ces étudiants sont en 3e année de licence de communication. Demain, ils travailleront en agence ou seront attachés de presse. Tristan Mendes France leur enseigne Twitter. C'est la jungle la plus totale. Dans son cours, il explique les notions clés, comme les fameux hashtags. Ces mots précédés du sigle dièse. Le principe de base est simple. Vous écrivez un message, un tweet, et vous rajoutez le sigle dièse devant certains mots. Quand vous rajoutez un dièse devant un mot, il devient bleu, il devient cliquable, et quand on clique dessus, on arrive sur une page qui vous présente en temps réel tous les tweets qui comportent ce même hashtag. Ça, c'est la fonction de base. Si vous avez compris ça, vous avez compris ce que c'est qu'un hashtag. Avec ce système, impossible de passer à côté d'une information française ou étrangère. Aujourd'hui, les médias, mais aussi les entreprises, ont compris tout l'intérêt de ce réseau social. Ça se présente. Vous avez une partie ici en haut. Twitter, c'est vraiment plus ouvert sur le monde. Enfin, c'est une plateforme bien plus ouverte. Et c'est vrai que du coup, en termes de communication, ça a un impact qui est beaucoup plus important que celui de Facebook. Et nous, étant étudiants en communication, on a vraiment besoin de savoir le maîtriser, je pense. J'avais vraiment pas l'impression, au tout début, quand j'ai commencé, en 2007, sur Twitter, j'avais vraiment pas l'impression que je terminerais un jour dans une salle de cours à enseigner Twitter. J'ai commencé à utiliser Twitter à titre vraiment personnel. Je vous ai montré ici le lien... Et bien avant de commencer à enseigner, Tristan a vécu une expérience très marquante sur Twitter. Il a pris part à une révolution. En juin 2009, Tristan suit depuis son ordinateur le soulèvement populaire en Iran. Au lendemain de la réélection de Mahmoud Ahmadinejad, des manifestations d'opposants sont violemment réprimées par le pouvoir. Les manifestants décident, au péril de leur vie, d'informer eux-mêmes le monde, par le biais de Twitter. Et cette vidéo apparaît sur le net.
quand on voit une vidéo comme ça, on peut pas rester. On réagit, on essaie de réagir. Et Twitter m'a permis de réagir. Je viens de contacter celui qui a mis la vidéo en ligne de la jeune fille. Elle s'appelait Neda. J'ai tweeté cette information et je dois dire que peut-être 1 ou 2 heures après, le nom Neda, grâce à Twitter et le buzz international qu'il y avait eu, est arrivé à la une de tous les médias internationaux, CNN, BBC International et Al Jazeera. Grâce à Tristan, le nom de Neda est maintenant connu de tous. Le jour de son enterrement, les opposants venus nombreux rendent hommage à cette jeune femme victime de la répression. Utiliser le réseau social comme une arme pour informer et mobiliser la communauté internationale. Depuis 3 ans, ce phénomène s'est intensifié. Les gouvernements et les armées sont aussi sur Twitter. Tel Aviv, sur la côte ouest d'Israël. C'est dans cet immeuble que siège l'unité New Media, l'unité qui gère l'image de Tsahal sur Twitter. Ici, une seule devise, rester calme et tweeter. Pour mener à bien cette mission, l'armée a affecté pas moins d'une vingtaine de soldats au responsable de l'unité, le lieutenant Sacha Dratois. La journée commence par ce qui ressemble à une conférence de rédaction. Objectif, définir les thèmes d'actualité à aborder sur Twitter. À propos d'Assad et des armes chimiques, on n'en parle pas. Bon, les Australiens, on n'en parle pas non plus, et Lieberman n'est pas un problème. Et à propos de la Syrie et des réfugiés, pas un mot. On ne veut pas que des milliers de Syriens viennent aux frontières israéliennes. Parler de l'actualité sur Twitter permet à Tsahal de s'affranchir du filtre des journalistes, de parasiter ce que le lieutenant Dratois appelle les mainstream médias. Aujourd'hui, c'est un moyen de communication qui est direct avec nos audiences. On ne doit pas passer par le mainstream média. Et on peut directement arriver chez les gens qui sont intéressés par l'armée. Je dirais que le front de Twitter aujourd'hui est pas un nouveau front pour l'armée israélienne, mais c'est un front qui est devenu un des fronts les plus importants au niveau de la communication. Pour occuper ce front, Tsahal a créé 7 comptes dans différentes langues. Les soldats affectés à cette unité ont tous été choisis pour leurs origines. Ils viennent des pays ciblés par Tsahal pour sa communication sur Twitter. Ils se relaient 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, derrière ses écrans. Julien et Sarah, 26 et 21 ans, sont les 2 soldats qui gèrent le compte Twitter destiné à la France. Originaires de régions parisiennes, ils font leur service militaire en Israël car ils viennent de s'y installer. Avec eux, nous allons évoquer ce qui a été pour l'armée israélienne un tournant dans l'utilisation de Twitter. Le 14 novembre 2012, Tsahal lance l'opération Pilier de défense dans la bande de Gaza. Une guerre dont le monde a pris connaissance par un tweet. Pendant 7 jours, Tsahal va inonder de messages le réseau social. Liste des cibles éliminées. Nombre de roquettes tirées depuis Gaza. Pertes civiles israéliennes. Ces centaines de messages ont tous été postés sur le compte Twitter francophone par Julien et Sarah. On postait un tweet toutes les demi-heures environ. Pourquoi ? Pour pas le laisser le terrain vide, pour inonder d'informations parce qu'on avait beaucoup à dire. C'était pas juste pour dire bonjour, au revoir, on avait des choses à dire parce qu'il se passait tout le temps des choses. Et au-delà de ça, de lancer des informations, il fallait répondre à tout ce qui se disait sur nous parce qu'il y avait un flux de désinformation qui était monumental, notamment alimenté par le Hamas. Je pense à des vidéos dans lesquelles ils annonçaient qu'ils avaient frappé le Parlement israélien ou la bourse. Donc nous, il fallait qu'on réponde très vite. Sur Twitter, l'armée ne fait pas que poster des informations brutes. Elle envoie aussi des messages qui expriment sa vision du conflit. Des tweets de propagande. Kerem Shalom, à la frontière sud d'Israël.
Cet endroit est l'un des checkpoints mis en place depuis le blocus israélien de la bande de Gaza. Un lieu hautement sensible. Les marchandises commandées par les Gazaouis et validées par Israël sont acheminées jusqu'ici. Les denrées sont ensuite chargées sur des camions palestiniens qui, comme celui-ci, sortent du checkpoint et pénètrent ensuite dans la bande de Gaza. Sur Twitter, Tzahal est souvent prise à partie au sujet du blocus et ses conséquences sur la population. C'est hot de fou. Ils viennent ici pour trouver des arguments concrets afin de répondre aux critiques. Dès qu'il aperçoit quelque chose de probant, Julien n'a qu'un réflexe, prendre une photo. Tout ça, ça sert de preuve, parce que chaque semaine, on publie un graphique en disant cette semaine, il y a eu tant de camions qui sont entrés, tant de camions qui sont entrés, tant de camions qui sont entrés. Mais les gens, ils voient ça, ils voient des chiffres, ils ne comprennent pas très bien ce que ça représente. Là, on voit la taille des camions, là, il y en a encore un qui est en train de rentrer, il est immense, il est vide, il va revenir plein. Et ça, je le filme. C'est pas une charrette qui est en train de rentrer, c'est pas un âne avec une petite charrette qui est en train de rentrer, c'est des camions qui sont immenses. Et ça, sur Twitter, ce sont des images. À la fin de leur visite, les deux soldats passent à l'offensive. Ils rédigent un tweet destiné à convaincre leurs abonnés. À ceux qui ne croient que ce qu'ils voient, exemple de ce qui entre en ce moment dans Gaza avec le hashtag machine à laver plus animaux. Ok, je mets cette photo. On est bon au niveau des caractères? Là, on est bon au niveau des caractères, il y a la photo, il y a le hashtag, il y a la localisation pour que les gens y voient qu'on le tweet d'ici. C'est bon, il est parti. C'est bon. Nous l'avons vérifié, toutes ces denrées sont effectivement entrées dans Gaza. Mais pour Tzahal, tweeter se fait en apparence anodin et loin d'être innocent. Le premier message qu'on va faire passer, c'est que la situation n'est pas aussi critique que ce que décrivent la plupart des journalistes et des gens. Et puis le deuxième message qu'on va faire passer, c'est que aujourd'hui, à part une liste vraiment infime de produits qui représentent un danger pour Israël, tout peut entrer dans Gaza. On veut juste réagir par rapport aux gens qui disent qu'Israël est responsable de la situation à Gaza. Israël remplit sa partie du contrat. Il n'en reste pas moins qu'à Gaza, des pénuries sont fréquentes. Le checkpoint est même parfois fermé. Aujourd'hui, Julien et Sarah ont fini leur service militaire. Ils ont été remplacés. Tzahal est donc tout sauf une agence de presse. Ses tweets sont souvent très subjectifs. Elle n'hésite pas à faire des impasses sur certains sujets. C'est ce que nous allons constater dans les territoires occupés. Hébron, en Cisjordanie. Aujourd'hui, des centaines de personnes sont venues manifester dans le centre-ville. L'objet de leur colère, la création par les autorités d'une zone accessible uniquement aux Israéliens et interdite aux Palestiniens, la rue Shurada. Pour les activistes, cette rue est le symbole de l'occupation et de ce qu'ils appellent l'apartheid imposé par l'État hébreu. Parmi les manifestants, Irène Nasser, une activiste palestinienne. Smartphone en main, la jeune femme suit le déroulement de la manifestation et tweet tous les faits marquants. J'étais seulement en train de tweeter que nous commençons la manifestation. Je dis combien de personnes sont présentes, ce qui se passe, et je prends des photos. C'est une manière d'informer, c'est un outil. C'est seulement un outil dans la lutte populaire et le mouvement de résistance. Mais il permet aussi de résister à la propagande de l'armée, du gouvernement et des médias israéliens. Quand les manifestants arrivent devant les barrages de l'armée israélienne, les autorités décident de disperser la foule. Aussitôt, les jeunes Palestiniens ripostent. La situation dégénère. Irène, elle, observe et rapporte ce qu'elle voit sur Twitter. Je tweete qu'il y a plusieurs blessés à Hébron, notamment un journaliste, et j'indique la position des soldats.
La jeune activiste consulte son smartphone pour savoir ce que dit l'armée sur la manifestation. D'après l'armée, il ne se passe rien en ce moment. Leur but est de donner la meilleure image possible d'eux, alors qu'ils continuent leur terrible politique d'occupation et d'apartheid, à Hébron et en général également. Effectivement, nous l'avons vérifié, le 22 février, jour de cette manifestation, les comptes français et anglais Twitter de Tsahal n'ont à aucun moment parlé des affrontements survenus à Hébron. Entre propagande, communication et information, Twitter est devenu le centre de toutes les batailles. Une foire d'empoigne où toutes les opinions s'expriment, mais aussi toutes les idéologies, dont les plus radicales. Retour en France. La liberté d'expression est-elle sans limite sur le réseau social? Nous allons nous intéresser à des tweets choquants, racistes, antisémites et homophobes, passibles de sanctions pénales. Jonathan Ayoun est le président de l'Union des étudiants juifs de France, un syndicat étudiant fort de 15 000 adhérents. Il y a quelques mois, il a réalisé à quel point la parole était décomplexée sur Twitter. Il découvre des discussions entre utilisateurs sous les hashtags « Un bon juif » ou « Si j'étais nazi ». Des milliers de messages en quelques jours. Si j'étais nazi, j'aurais continué ce que Hitler a commencé. Si j'étais nazi, j'aurais sans doute tué des juifs. Va crever, si j'étais nazi, j'aurais enfourné un par un tous ces petits gays avec leur mariage pour tous. C'est-à-dire qu'à partir d'un concours d'antisémitisme, eh bien, on conduit aussi un concours de racisme sur les gays et aussi un peu plus bas. Si j'étais nazi, j'aurais exterminé les beurettes et les niafous, hommes et femmes. Et bien également après sur d'autres minorités de notre pays. Après des pourparlers avec les responsables du réseau social, Jonathan Ayoun parvient à faire supprimer ses tweets. Décidé à poursuivre en justice les auteurs des messages, il demande à Twitter de l'aider à les identifier. Mais la société lui oppose ses règles internes. Twitter a comme principe la protection des données d'identification des auteurs. Il protège, il se donne comme devoir de protéger l'anonymat de ceux qui utilisent son réseau. Donc, si nous voulons poursuivre, comme nous pouvons le faire aujourd'hui en France, les auteurs de ces messages-là, Twitter refuse de nous donner leur adresse. Face à ce mutisme, Twitter a été assigné en justice par la LICRA, le MRAP, SOS Racisme, J'accuse et l'UEJF. Quelques jours plus tard, nous retrouvons Jonathan Ayoun au Palais de justice de Paris. Il rejoint maître Stéphane Hilty, l'avocat représentant les 5 associations. Devant des journalistes français et étrangers, ils viennent prendre connaissance du verdict. Alors, je découvre avec vous tous l'ordonnance de référé qui vient d'être prononcée. La société Twitter Inc. se voit ordonner, sous une astreinte de 1 000 € d'avoir à communiquer aux 5 associations les données qui permettront d'identifier les auteurs de tweets racistes et antisémites que Twitter a d'ores et déjà retirés à notre demande. Ce jugement est une victoire pour les associations. Il ouvre la voie aux poursuites contre les auteurs des tweets. Immédiatement, Jonathan Ayoun et les membres de son association saisissent leur téléphone. On est en train de tweeter la décision de justice. C'est vrai que... C'est l'ironie. C'est vrai que ça paraît paradoxal de tweeter la décision de justice contre Twitter, mais c'est aussi un outil de communication fabuleux. Le 12 juillet 2013, Twitter a finalement cédé. La société a communiqué les données informatiques permettant d'identifier les auteurs de tweets racistes et antisémites. Peut-être la fin de l'impunité sur le réseau social, mais sans doute pas la fin des prises de bec.